terme boulanger au Moyen-Âge n'est pas utilisé sauf pour façonner. Et il apparaît dans les documents à partir du XIIIe siècle, mais à l'époque il ne désignait pas la profession. Donc le terme le plus courant c'est talmelier, ou flecker, ou des dérivés du pistor latin aussi, qui existe encore au Moyen-Âge des fois. D'accord. Voilà, donc effectivement mon métier c'est de travailler exactement comme on travaillait au Moyen-Âge, pour les pains ou pour les gâteaux. Et pour ce faire, il y a deux choses qui sont fondamentales, c'est de retrouver les gestes de l'époque et donc d'utiliser le plus possible le matériel de l'époque, et aussi de travailler sur les documents pour refaire des choses qui soient sourcées. Et donc on travaille toujours au mot à mot sur les textes de l'époque, pour tout ce qu'on fait. Par exemple, ce midi on a mangé un pâté, donc là on a des recettes, des descriptions de pâté en croûte, doré au safran, ça c'est des choses qui se font énormément. On a du massepain, donc c'est un texte qu'on trouve en France et en Italie au XIVe siècle. Et donc moi je vais lire le texte. Alors parfois je peux le lire 20, 30 fois, 40 fois, jusqu'à ce qu'il me soit totalement familier. Je fais pratiquement jamais d'essai, je m'approprie le texte d'abord pour bien le comprendre. Je ne vais pas faire une recette tant que je n'ai pas vraiment totalement compris l'intention de l'auteur. Et en général, le premier essai fonctionne. Parce que il y a énormément de réflexion avant. Donc je tâtonne pas pour refaire les choses, le tâtonnement il est intellectuel. D'accord. Donc ça c'est ma façon de travailler. Je connais d'autres cuisiniers reconstituteurs qui fonctionnent un peu de la même façon. Parce que c'est vrai qu'on peut faire une recette, alors c'est toujours l'interprétation qu'on fait aujourd'hui, mais l'idée c'est d'être vraiment le plus fidèle possible aux documents qu'on a. Parce qu'en réalité, l'auteur, il a écrit quelque chose pour transmettre, donc ça implique qu'il y a certains savoirs qui préexistent, parce qu'il s'adresse à des gens qui vont être capables de l'interpréter. Donc ce savoir-là, on ne l'a plus forcément, donc on est obligé de procéder aussi par recoupement. Donc à la fois par la connaissance du matériel qu'on utilise à l'époque, et qui implique un certain nombre de façons de faire, et aussi différents écrits de la même époque, ou un peu plus vieux, qui vont permettre de recouper les techniques et de retrouver les façons de faire qui sont induites dans un texte, même s'il est elliptique. Et du coup, on critique souvent les textes médiévaux, les recettes, en disant qu'on n'a pas de proportion, etc. Mais avec le temps, je m'aperçois, moi, que je travaille exactement de la même façon. Et toujours avec un résultat fiable et constant. Le talmelier, lui, il va faire le pain. Donc il y a le maître talmelier qui a un ouvroir en ville, qui a des ouvriers. Le nom de l'ouvrier, c'est le geindre. Donc c'est peut-être l'origine du terme geindre, parce que c'est sûr que je suis bien placé pour savoir que quand on manipule 50 ou 80 ou 100 kg de pâte, il faut quand même pousser dessus. Et parce qu'évidemment, il n'y a pas de pétrin mécanique à l'époque. On travaille dans des sortes de coffres et on travaille à la main. Et on travaille au pur levain, donc fermentation naturelle de la farine et de l'eau, ce qui garantit plus de saveur, meilleure digestibilité et surtout très longue conservation. Et aujourd'hui, les pains que je fais à la façon dont on travaillait au Moyen-Âge, au pur levain, ils peuvent se garder 15 jours sans problème. Pain ou brioche. Et parce qu'on trouve des brioches aussi au Moyen-Âge.
Donc l'idée, j'ai envie de faire du pain il y a très très longtemps, ça fait plus de 40 ans. J'ai fabriqué mon levain, j'utilise toujours le même levain que j'ai fabriqué à l'époque. Et je suis passionné d'histoire, en général. Et il y a déjà très très longtemps, j'ai trouvé des recettes du Moyen-Âge, des documents de cuisine, etc. Et donc j'ai eu aussitôt envie d'en faire. Et je me suis documenté sur le pain au Moyen-Âge. Il y a eu des études universitaires absolument impressionnantes et un travail magnifique, notamment le pain au Moyen-Âge de Françoise Desportes, qui est une mine, qui représente une somme de travail absolument impressionnante, et qui permet, ça avec d'autres choses que j'ai rajoutées depuis, des travaux de la fac de Poitiers, enfin pas mal d'autres choses, puisque je cherche en permanence tout ce qui peut compléter mes connaissances sur ces questions-là, que ce soit en cuisine, en boulangerie, en pâtisserie. Et donc je me suis mis à expérimenter et à élaborer des recettes de l'époque. Et puis progressivement, les choses se développant, j'en suis venu à construire un four, puis deux, sur des données du XIe siècle, avec un foyer inférieur, ce qui est un modèle plus rare, mais qui est tout à fait bien attesté. On dit ouais, il n'y avait pas de café au Moyen-Âge, mais en réalité, le café sous le nom arabe de boun, qui avant la conquête musulmane désignait une boisson, un vin doux liquoreux, en fait, avec le sens de boisson agréable, le terme boun, qui est toujours utilisé en arabe aujourd'hui, désigne le café qui vient d'Éthiopie. Hein, tout le monde croit que ça vient d'Amérique, mais non, c'est le pays d'origine du café, c'est les hauts plateaux d'Éthiopie. Et on a des traces en Perse, au Yémen, en Afrique du Nord, dans tout le sud méditerranéen, de présence de café tout le long du Moyen-Âge, au moins à partir du 7e siècle en tout cas. Donc tous les croisés, tous les militaires, tous les savants qui sont allés en pays arabe, tous les commerçants qui sont allés en pays arabe en ont forcément bu. La seule chose, c'est qu'on n'en a pas de documents, actuellement en tout cas, en Europe du Nord. Et du coup, les gens se fixent sur l'apparition du premier café au XVIIIe siècle à Paris pour dire qu'il n'y en avait pas avant. C'est totalement faux, en tout cas dans le sud méditerranéen, c'est totalement faux. C'est une idée reçue. C'est parmi de très nombreuses.